Et voilà! Eh ben dis donc, il a la classe grand-père sur ce portrait. C'est stylé. Par contre, pourquoi est-ce qu'il a absolument tenu à ce que je le mette là? Salut gamin! Oh putain! Ça doit faire sacrément mal. Ça va petit, tu vas bien? Hop là, ouais, nickel. Même si je suis pas passé loin de la crise cardiaque. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo théorie. Et aujourd'hui, on va parler de Harry Potter. Encore? Par contre, papy, t'as l'intention de prendre la parole souvent comme ça? Mais enfin, mon petit-fils, vous plaisantez. Maintenant que j'ai la chance d'être là, j'espère quand même que je vais pouvoir participer un petit peu. Ok, d'accord, super. Je sens que tous les deux, on va s'amuser comme des petits fous. C'est pas vraiment le mot que j'aurais employé. Ok, alors aujourd'hui, on va s'attaquer à du très lourd, puisqu'on va parler d'une très grosse théorie. C'est une théorie qui permet d'expliquer un nombre incalculable de choses dans l'histoire de Harry Potter. Et pour l'aborder, on va commencer par la question qui tue. Est-ce que vous ne vous êtes jamais demandé comment Voldemort avait-il pu revenir? Parce que je pense qu'on est bien d'accord, mais au moment où il a tenté de tuer Harry et qu'il a perdu tous ses pouvoirs, il est d'un seul coup devenu extrêmement faible. Et après cet événement, alors que Voldemort était hyper faible et qu'il était obligé de se cacher tellement il avait plus aucun moyen de se défendre, Dumbledore a laissé s'écouler 10 ans et n'a rien fait du tout pour essayer de le retrouver et d'en finir. Alors je sais que ça peut paraître bête comme question, mais pourquoi? S'il y a bien un moment où il était temps d'en finir et d'aller le retrouver pour lui péter sa gueule, je pense que c'était quand même là, maintenant, tout de suite, non? Alors pourquoi est-ce qu'il a rien fait? Surtout que Dumbledore, c'est le seul sorcier assez puissant pour faire peur à Voldemort, donc c'est le seul à pouvoir lui faire face et à pouvoir l'affronter d'égal à égal. Ma foi, c'est assez simple. Peut-être croyait-il tout simplement qu'il était mort. Ah, effectivement, c'est ce qu'on pourrait se dire. Sauf qu'en fait, non. Ça ne peut pas être ça parce que Dumbledore sait que Voldemort est encore là et qu'il est toujours en vie. Et ça, c'est une certitude, parce que si Voldemort est effectivement complètement décédé, qu'il a trépassé, capoute, niette, plus rien, eh bien dans ce cas, ça sert à rien de le cacher chez les Dursley. Puisque pour rappel, tant que Harry est sous le même toit que sa tante, il est protégé contre Voldemort, mais d'autre part, il se trouve qu'il y a un autre personnage qui est convaincu que Voldemort est encore là, c'est Hagrid. Et Hagrid, c'est l'un des plus fidèles alliés de Dumbledore, donc si Hagrid est convaincu que Voldemort est encore en vie, je vois très mal Dumbledore ne pas partager cette opinion. Soit, mais dans ce cas-là, pourquoi n'a-t-il pas tenté de le retrouver? Eh ben justement, c'est bien là toute la question, mais en réalité, il y a une explication très simple. Il ne faut pas oublier que Dumbledore a à sa disposition une information très importante, la prophétie du professeur Trelawney. Et pour vous rafraîchir la mémoire, voici ce qu'elle dit. Celui qui a le pouvoir de vaincre le Seigneur des Ténèbres approche. Il naîtra de ceux qui l'ont par 3 fois défié. Il sera né lorsque mourra le 7e mois, et le Seigneur des Ténèbres le marquera comme son égal. Mais il aura un grand pouvoir que le Seigneur des Ténèbres ignore, et l'un devra mourir de la main de l'autre, car aucun d'eux ne peut vivre tant que l'autre survit. L'un devra mourir de la main de l'autre. Donc Dumbledore sait que seul Harry a le pouvoir de vaincre définitivement Voldemort. Dumbledore ne peut pas le faire, et ça il l'a bien compris. Décidément, entre ça et son pacte de sang avec Grindelwald, en fait Dumbledore il peut jamais rien faire. Mais attention, parce que si la prophétie dit bien que l'un doit mourir de la main de l'autre, absolument rien ne garantit la victoire de Harry. Ça veut donc dire qu'au bout du compte, Voldemort peut très bien aussi finir par tuer Harry. La prophétie serait quand même réalisée. Et là, on est donc face à un sérieux problème. Mettons-nous 2 secondes dans la peau de Dumbledore. Nous savons que le Seigneur des Ténèbres est encore là, mais nous savons également que la seule personne capable de le vaincre, c'est ce tout petit bébé qui vient à peine de naître. Et ben dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on fait? Diantre, voici une entreprise qui me semble d'ores et déjà perdue d'avance. Ah bah ça je te le fais pas dire, et dans les faits, il n'y a qu'une seule chose que Dumbledore puisse faire dans cette situation, c'est préparer Harry à vaincre Voldemort. Et c'est ça que nous dit cette théorie. Qu'absolument toute l'histoire de Harry Potter, toute sa vie, serait en fait le fil conducteur de ce qu'on pourrait appeler le plan ultime de Dumbledore. D'après la théorie, absolument tous les événements de la vie de Harry seraient minutieusement organisés et calculés par le directeur de Poudlard. Et ce, dans l'unique but de le préparer à l'affrontement ultime qui l'opposera à Lord Voldemort. Et vous allez voir que des arguments en faveur de cette théorie, il y en a des dizaines. Alors sans plus attendre, on va se lancer, c'est donc parti pour la plus grosse théorie que vous n'ayez jamais vue sur Harry Potter. J'ai nommé le plan ultime de Dumbledore. On y va, c'est parti, let's go!
Ok, donc comme je vous l'ai dit, cette théorie est extrêmement vaste, et pour en parler correctement, on va l'aborder livre par livre. Ce que vous êtes en train de regarder, c'est en fait l'épisode 1 d'une petite série de 7 épisodes qui va être consacrée intégralement à cette théorie-là. Chaque vidéo aura donc droit à son livre, et aujourd'hui, naturellement, on va commencer par Harry Potter à l'école des sorciers. Le plan ultime de Dumbledore s'étend sur toute la scolarité du jeune sorcier, c'est donc un plan qui s'étale sur les 7 années que Harry est censé passer à Poudlard, et durant la première année de Harry, Dumbledore cherchera à répondre à 3 objectifs majeurs. Premièrement, Dumbledore doit s'assurer que Harry suive le bon chemin et qu'il ne finisse pas à la maison Serpentard. Deuxièmement, Dumbledore va devoir apprendre à connaître Harry afin de savoir quel genre de personne il est réellement, ce qui lui permettra de mieux le guider par la suite. Et enfin, troisièmement, il va également devoir tester les capacités de Harry ainsi que sa bravoure et son courage. Et c'est uniquement à ça que doit servir la première année de Harry à Poudlard. En résumé, ce que Dumbledore doit faire dans cette première année, c'est mettre Harry sur le bon chemin et apprendre à le connaître afin de pouvoir le guider de la meilleure façon possible jusqu'à l'objectif final, tuer Voldemort. Mais alors maintenant, notre ami Dumby, comment va-t-il s'y prendre? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, étape numéro 1, mettre Harry sur le bon chemin et lui éviter de finir à Serpentard. Pour cette première étape, tout va se jouer avant même l'arrivée de Harry Potter à Poudlard, et en particulier durant les 2 jours qu'il va passer avec Hagrid après que ce dernier soit venu le chercher chez les Dursley. Ces 2 jours sont d'une importance capitale pour le plan. C'est là que Dumbledore va semer les premières graines de ce que doit devenir plus tard Harry Potter. Et déjà, dès le début, il y a énormément d'éléments qui vont permettre à Dumbledore d'introduire Harry au monde des sorciers de la meilleure façon qui soit. Autant d'éléments qui sont autant d'indices en faveur de cette théorie. C'est durant ce séjour à Londres que Hagrid va indiquer à Harry de manière subtile quels sont les choix qu'il ne faut pas faire, à commencer par la maison qu'il ne faudra pas choisir. Parce que oui, si dans les films c'est Ron qui présente le problème de la maison Serpentard à Harry, dans les films c'est en fait Hagrid qui lui dit que tous les sorciers qui ont mal tourné étaient d'abord à Serpentard. Hagrid donne donc ici directement l'information à Harry que Serpentard, c'est la maison à éviter. Ah bah bravo, c'est formidable, comme ça à peine arrivé, le jeune Potter sera déjà raciste. Mais Serpentard Lives Matter, bon sang. Oui, enfin attention, c'est pas vraiment ça non plus. Évidemment que les Serpentards ne sont pas tous des mages noirs, mais il ne faut quand même pas oublier le contexte. Au moment où se déroule l'histoire, tous les enfants des Mange-Morts sont à Serpentard, et donc laisser Harry aller dans cette maison, c'est le laisser côtoyer les enfants des Mange-Morts très souvent. Et potentiellement, pourquoi pas devenir leur ami, et potentiellement, pourquoi pas devenir un mage noir, ça peut aller très loin au final cette histoire. Laisser Harry aller à Serpentard, c'est lui offrir l'opportunité de faire tous les pires choix possibles. Et puis même sans parler de ça, même s'il devient pas un mage noir, laisser Harry aller à Serpentard, c'est le laisser être entouré en permanence par tous ses pires ennemis. Donc dans tous les cas, mieux vaut préserver Harry de la maison Serpentard. T'as entendu, Serpentard? Dégage! Et c'est exactement ce que fait Hagrid quand il lui dit que Serpentard, c'est pas la bonne maison. Et d'ailleurs, petite parenthèse, mais si vous regardez bien, on ne dit jamais vraiment explicitement à Harry d'aller à Gryffondor. En fait, toutes les autres maisons auraient convenu, mais il fallait par contre surtout pas qu'il finisse à Serpentard. Et gardez bien ça en tête parce que vous verrez que c'est un truc que fait très souvent Dumbledore. Il ne lui dit jamais quel est le bon chemin à suivre, mais par contre il va tout faire pour que Harry reste loin du pire chemin à suivre. Ce qui marche d'ailleurs plutôt bien, puisque quand Harry revêt le choix-peau magique, il n'a qu'une seule phrase en tête, pas à Serpentard, pas à Serpentard. Et ce n'est là que la première des nombreuses choses que fera Hagrid dans le cadre du plan ultime de Dumbledore. Parce qu'il se trouve que notre demi-géant préféré est loin d'être le seul personnage à avoir un rôle très important dans ce plan. Et oui, parce que quand Hagrid laisse Harry tout seul avec son billet à la gare, on voit bien que ce dernier est un peu perdu, étant donné qu'il ne sait pas du tout où se trouve la célèbre voie 9/3. Lui qui l'a guidé jusqu'ici, d'un seul coup il l'abandonne sur les quais de King's Cross avec des informations franchement pas très claires. Pourquoi? Non, parce que Harry, sans d'autres indications, là il peut toujours la chercher la voie 9/3, il va pas la trouver, hein. Mais, heureusement, Madame Weasley passait par là. Ah tiens, voyez-vous ça, mais quelle curieuse coïncidence. En effet, c'était un sarcasme. Parce que quand on y pense quand même, le rôle de Hagrid à ce moment-là, c'est s'assurer que Harry finisse par trouver son chemin jusqu'à Poudlard, non? Et s'il le laisse là comme ça, bah... c'est compliqué, quoi. Il n'y a donc qu'une seule explication logique. Hagrid savait que Madame Weasley allait passer par là et allait aider Harry. Et finalement, c'est pas si étonnant que ça, puisqu'il se trouve que Madame Weasley est également une actrice très importante du plan ultime de Dumbledore. Et ça, je vais vous le prouver tout de suite. Quand Harry cherche la voie 9/3, il entend Madame Weasley demander à ses enfants « C'est quoi le numéro de la voie ?» Ce à quoi Ginny répond « C'est la voie 9/3. » Wow, attends. T'essayes quand même pas de me faire croire
savoir que Madame Weasley, qui a 7 enfants sorciers, dont 5 sont déjà à Poudlard, dont 2 ont déjà fini leurs études, Madame Weasley, qui a elle aussi été à Poudlard pendant toute sa scolarité, ne sait pas qu'il faut aller voie 9 3/4, et pire, ne sait pas non plus où elle est? Non mais là, j'en crois pas un seul mot. C'est évident, Molly connaît cette information, ça a aucun sens qu'elle pose cette question. Et en plus, comme par hasard, elle dit ça pile au moment où elle passe juste à côté de Harry. Vous l'aurez compris, c'est évident, cette information était censée aider Harry. Cette information était censée être entendue par Harry, et personne d'autre. Si elle a posé cette question, ce n'était pas pour elle, c'était pour guider Harry. Donc ça c'est bien, mais ça répond pas à la question qu'on se posait tout à l'heure. Pourquoi c'est pas Hagrid qui s'est chargé de guider Harry jusqu'à la voie 9 3/4? Eh bien parce que l'objectif ici n'est pas uniquement de guider Harry jusqu'à son train. Selon la théorie, l'objectif de cette manœuvre serait également de commencer à mettre Harry en contact avec les bons sorciers. Et ce, avant même d'entrer dans le Poudlard Express. Après tout, les Weasley font partie de l'Ordre du Phénix, et ils sont donc très impliqués dans la lutte contre Voldemort, et l'organisation secrète étant elle-même dirigée par Dumbledore, il ne serait pas si étonnant que ça que cette scène serve à placer Harry sous la protection de l'Ordre, ainsi qu'à lui présenter les sorciers qui sont contre Voldemort. Et comme en plus dans cette famille, il y a justement un garçon de première année, comme Harry, un certain Ron Weasley, ce serait alors un bon moyen de mettre en place et de contrôler le cercle d'amis de Harry afin qu'il évite encore une fois d'emprunter le mauvais chemin. On voit d'ailleurs assez clairement que les Weasley s'impliqueront énormément dans le développement de Harry, et ce jusqu'à la toute fin de l'histoire. C'est cette famille qui va le guider et le protéger tout au long du récit, et ce afin qu'il évolue correctement dans le monde des sorciers. Parce qu'en plus, bien qu'il soit de sang pur, il se trouve qu'il n'y accorde aucune importance. Il ne risque donc par conséquent pas du tout de véhiculer les idées de Voldemort. Bien au contraire, ils auront même plutôt tendance à montrer à Harry que les idées de Voldemort sont mauvaises, puisqu'ils sont eux-mêmes le contre-exemple idéal à l'idéologie de Voldemort. Et en plus de ça, Harry va devenir pote avec Hermione, une Sandbourbe, donc complètement ce que déteste Voldemort. Donc ça veut dire que dans ce trio d'amis, on a une Sandbourbe, un sang pur et un sang mêlé. À eux trois, ils sont l'exact opposé de l'idéologie de Voldemort. Ce que Dumbledore cherche à faire à ce moment-là, c'est entourer Harry des bonnes personnes. Et si en plus de ça, on arrivait à le faire aller à Gryffondor pour qu'il puisse ensuite utiliser l'épée de Gryffondor, qui est quand même une arme plutôt efficace, hein, on va pas se mentir, et ben on va pas se priver. Et une fois que ça c'est fait, maintenant qu'on a mis Harry sur la bonne voie et qu'on l'a entouré des bonnes personnes tout en lui évitant d'être entouré des mauvaises personnes, Dumbledore peut passer à l'étape 2 de son plan, apprendre à connaître Harry et jauger sa personnalité. Et pour ce faire, Dumbledore dispose de l'objet idéal, le miroir du Rized. Pour rappel, le miroir du Rized est un miroir qui nous montre la chose qu'on désire le plus au monde. C'est un objet qui va sonder au plus profond de notre cœur pour nous montrer ce à quoi on aspire vraiment. Et quand Harry trouve le miroir, on n'y a pas forcément pensé la première fois qu'on a lu le livre ou qu'on a vu le film, mais ça soulève quand même une question. Pourquoi le miroir est-il là alors qu'il est censé garder la pierre philosophale sous la trappe du 3e étage? Quand Harry trouve le miroir du Rized, c'est la nuit qui suit le jour de Noël, au cours duquel quelqu'un lui a envoyé une cape d'invisibilité. Et devinez de qui vient cette cape? Du professeur Dumbledore. Excusez-moi, mais quand le directeur de l'école envoie à un de ses élèves une cape d'invisibilité pour Noël, c'est clairement une invitation à aller se promener dans le château la nuit et à aller dans les endroits où d'habitude il a pas le droit d'aller, on est bien d'accord. D'ailleurs, on notera également que ces événements arrivent pile poil pendant les vacances de Noël. Donc pile poil pendant la période durant laquelle il n'y a quasiment personne à Poudlard, puisque quasiment tous les élèves sont retournés voir leur famille. C'est le moment idéal pour permettre à Harry de découvrir le miroir du Rized. Puisque quand on y pense, si on l'avait remonté en dehors de cette période-là, absolument tous les élèves auraient eu une chance de tomber dessus, et tous les élèves auraient eu envie de le tester. Non mais ce serait le méga bordel. Et donc en dehors de cette période de Noël, Harry n'aurait pas pu se plonger pleinement dans sa contemplation du miroir du Rized. Alors maintenant, très sincèrement et entre nous, professeur Dumbledore, vous l'avez fait exprès, hein? Vous vouliez que Harry tombe sur le miroir. Surtout qu'à un moment donné, alors que Harry est en train de contempler le miroir du Rized depuis plusieurs nuits, Dumbledore surgit derrière lui et lui dit « Tu es encore là, Harry ». Donc déjà, Dumbledore, comment est-ce que tu sais qu'il est encore là? Si Dumbledore utilise le mot « encore », ça veut dire qu'il sait très bien que Harry revient ici régulièrement, et s'il sait que Harry revient ici régulièrement mais qu'il laisse quand même le miroir, ça veut dire que Dumbledore veut que
que Harry voit le miroir. Surtout que juste après ça, Dumbledore révèle à Harry que lui, il n'a pas besoin de cape d'invisibilité pour se rendre invisible. Donc Dumbledore était là depuis le début, dans la même pièce, en train d'observer Harry depuis tout ce temps. Et la raison à ça, c'est que Dumbledore voulait savoir qui est Harry au plus profond de lui. Ce qu'il pouvait faire en voyant ce que Harry allait voir dans le miroir du Riséd et comment il allait réagir. Donc étape 2, check. Ce qui nous amène au troisième objectif de la première année de Harry à Poudlard, tester ses capacités, son courage et sa bravoure. Et pour ce faire, Dumbledore a mis en place toute une série d'épreuves qui servent soi-disant à protéger la pierre philosophale. Si je dis soi-disant, déjà c'est pas pour rien. Et déjà on va partir d'un constat évident, mais je suis désolé, les épreuves, elles sont complètement bidons. Xionixes, mon petit-fils, vous allez retirer ces propos sur le champ. C'est vachement vexant, enfin. Non mais attends, je suis désolé, tu vas quand même pas me dire que pour protéger la pierre philosophale du plus dangereux mage noir de tous les temps, Lord Voldemort, tu vas mettre en place des épreuves comme ça. Non, parce que je veux dire, elles ont quand même été toutes passées par des élèves de première année. Et quand Harry retrouve Quirrell à la fin des épreuves, ce dernier il a pas une seule égratignure, pas un seul petit bobo, même pas une goutte de sueur, rien du tout. Il les a passées sans aucun problème, les épreuves. Donc c'est bien ce que je dis, c'est bidon. Et ces épreuves n'étaient certainement pas là pour protéger la pierre de Voldemort, non, puisqu'elles étaient uniquement là pour tester les capacités de Harry Potter. Parce qu'en plus de ça, quand on y repense, quand Quirrell est devant le miroir du Riséd et qu'il essaye de faire sortir la pierre, il y arrive pas. Il sait pas comment faire sortir la pierre philosophale du miroir, et même Voldemort, il lui dit « Sers-toi de l'enfant ». Ça veut bien dire que Voldemort n'a aucun moyen de faire sortir la pierre du miroir. Dans le miroir du Riséd, la pierre philosophale ne risque absolument rien, et on aurait tout aussi bien pu accrocher le miroir du Riséd au mur de la chambre à coucher de Quirrell, ça aurait rien changé. Il aurait quand même pas pu sortir la pierre de là. Eh mais maintenant que j'y pense, ça aurait été vachement drôle en fait de faire ça pendant tout le reste de l'année juste pour le faire rager. Donc si c'est aussi safe, pourquoi est-ce qu'on s'emmerde à mettre des épreuves si ce n'est pour tester les compétences de Harry? D'ailleurs, ça ne vous aura sûrement pas échappé, mais est-ce que vous trouvez pas que les épreuves sont quand même vachement calquées sur les capacités de nos trois héros? Un jeu d'échecs géant, c'est totalement une épreuve pour Ron. Une clé volante à attraper grâce à un balai? Mais quel coup de bol! Harry est justement l'attrapeur de Gryffondor. Une épreuve de logique qui demande calme et concentration sous la forme de l'épreuve des potions? Non mais clairement, celle-là, elle est pour Hermione. Même l'épreuve de Quirrell qui consistait à battre un troll, c'était un truc qu'ils avaient déjà fait dans l'année. Pour tout vous dire, je pense même que Dumbledore avait prévu que Neville serait aussi de la partie et que ses talents de botanique lui auraient permis de passer l'épreuve du filet du diable. Et alors, pour le chien à trois têtes, me direz-vous? C'est vrai que cette épreuve n'est pas particulièrement adaptée à l'un de nos trois héros, mais par contre, si vous êtes attentif, vous savez que Hagrid a offert à Harry Potter pour Noël une flûte. Une flûte? Alors que Harry n'a jamais manifesté le moindre intérêt pour la musique, a priori, il en a même jamais parlé. Par contre, il se trouve que bizarrement, jouer de la musique devant Touffu, c'est exactement ce qui permet de le passer. Et le cadeau, il vient de Hagrid, le seul gars à savoir comment on fait pour passer devant Touffu. Donc ok, le chien à trois têtes, c'était peut-être pas taillé pour un de nos héros, mais par contre, Hagrid, clairement, il les aide en offrant la flûte à Harry. Non mais attends un instant, quand bien même les épreuves seraient faites sur mesure pour eux afin qu'ils puissent les passer, c'est pas un peu dangereux de les envoyer combattre Quirrell? Parce que quand même, c'est un homme qui a tenté d'assassiner un élève! Ah ouais, je comprends la question. Mais en fait, non, Harry ne risque absolument rien à ce moment-là. Et Dumbledore le sait d'ailleurs, Quirrell ne pourra pas faire de mal à Harry, puisqu'il est protégé déjà par un sort de sa mère, mais en plus, rappelons la prophétie, seul Voldemort a le pouvoir de tuer Harry. Mais tu fais bien de parler de Quirrell, puisque ça me permet de rebondir sur un autre point que je voulais aborder. Et pour aborder ce point, je vais commencer par une question. Pourquoi ce mec a pas été viré? On parle quand même d'un prof qui a tenté de tuer un élève en ensorcelant son balai, ce qui d'après Hagrid n'est possible qu'avec un très puissant sort de magie noire. On parle d'un professeur qui a introduit un troll des montagnes dans le château. Et encore une fois, on sait que c'est lui qui a fait entrer le troll dans le château, puisque oh bah tiens, c'est un troll des montagnes, exactement comme l'épreuve qu'il a mis en place devant la pierre. Pas du tout grillé le mec. Surtout qu'on sait que Dumbledore est au courant pour Quirrell, puisqu'il a demandé à Rogue de garder un œil sur lui. Donc sachant tout ça, et sachant aussi que l'un des professeurs est un danger public, Dumbledore
ne fait rien du tout? Mais pourquoi? Quirrell n'est pas sanctionné, il ne fait l'objet d'aucune enquête, on le laisse toute l'année comme ça se balader dans le château. Mais vous êtes complètement malade! Mais encore une fois, pas d'affolement, ça fait partie du plan. Dumbledore a besoin que Harry affronte Quirrell et se retrouve face à Voldemort, pour tester son courage et sa bravoure. Il veut voir si Harry sera capable d'affronter Voldemort. Et d'ailleurs, tant que j'y pense, il y a un autre truc qui me chiffonne. Est-ce que vous vous souvenez du tout début de l'année scolaire? Et en particulier du discours de bienvenue de Dumbledore. Dans ce discours, Dumbledore annonce aux élèves que l'accès au couloir du 3e étage de l'aile droite est interdit à moins que vous ne teniez à mourir dans d'atroces souffrances. Mais juste une question, ça sert quoi de dire ça haut et fort à tous les élèves? Non, parce que si Dumbledore ne veut vraiment pas que les élèves aillent dans un endroit du château en particulier, la seule chose qu'il a à faire, c'est fermer la porte à clé et c'est réglé. Pas besoin d'en faire une annonce publique, vous croyez pas? Et quand je dis fermer la porte à clé, je veux bien sûr parler d'autre chose qu'un pauvre verrou à 2 balles que tout le monde peut ouvrir avec Alohomora. Le sort qui est dans le manuel de première année. Surtout qu'on sait que c'est possible de verrouiller des portes magiquement tout en faisant en sorte qu'on ne puisse pas les ouvrir avec Alohomora. C'est ce que Ombrage a fait pour son bureau. Dans les livres, hein, parce que dans les films, je sais qu'ils font comme ça pour rentrer dedans, mais dans les livres, c'est pas le cas. Et là, on parle de protéger la pierre philosophale, pas une collection d'assiettes avec des chats dessus. Le sens des priorités, mon cher ami, est propre à chacun. Oui, enfin quand même, il y a des limites. Il n'y a qu'une seule raison qui aurait pu pousser Dumbledore à agir comme il l'a fait. Des élèves étaient censés aller au 3e étage. Des élèves étaient censés passer sous la trappe. Et ces élèves, ce sont évidemment Harry, Ron et Hermione. Et bien évidemment, comment faire cette vidéo sans parler de tous les moments où Hagrid n'aurait pas dû dire ça? Non mais franchement, vous y avez vraiment cru un jour, vous? Que Hagrid avait vraiment pas fait exprès de laisser échapper des informations hyper importantes et hyper confidentielles? En plus, comme par hasard, à chaque fois qu'il a fait ça, c'était précisément quand nos héros se retrouvaient dans une impasse ou qu'ils galéraient un peu trop à trouver la solution. Et à chaque fois, Hagrid leur donnait exactement l'information qu'il leur manquait pour pouvoir avancer. Ce ne sont certainement pas des accidents. Surtout que Hagrid n'a plus jamais refait ce genre de choses par la suite. Hagrid a intentionnellement aidé Harry, Ron et Hermione pour qu'ils puissent se retrouver à passer les épreuves et que Harry finisse par affronter Voldemort une première fois. Toute l'énigme autour de la pierre philosophale n'avait pour but que de tester leur intelligence. Et la pierre philosophale n'était qu'un appât censé 1. Les attirer sous la trappe du 3e étage, 2. Attirer Voldemort également. Parce que quand on y repense, je le répète, mais dans le miroir, la pierre ne risque absolument rien. On peut même aller jusqu'à se demander pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de la détruire à la fin alors qu'elle était en sécurité, si ce n'est parce que Dumbledore n'en a plus besoin. Et d'ailleurs, on peut même carrément se demander pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas détruite dès le début si c'était possible. Le problème aurait été réglé tout de suite, parce qu'il fallait tester Harry et apprendre à le connaître. Et Dumbledore, pour cette tâche, avait besoin de la pierre philosophale. Et voilà les amis, c'est la fin de cette première vidéo sur le plan ultime de Dumbledore, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la partager et à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous de la vidéo, ça me ferait très plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Et vous pouvez également me rejoindre sur mes réseaux sociaux, j'ai Facebook, j'ai Twitter, j'ai Instagram, j'ai même une page YouTube pour ceux qui souhaitent me soutenir financièrement, tout est dans la description. Sur ce, moi je vais vous laisser et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler de la suite de cette théorie en parlant du 2e livre, Harry Potter et la Chambre des Secrets. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine et de bonnes vacances pour ceux qui partent en voyage. Portez-vous bien et en attendant, moi je vous fais des bisous. Ciao!